Bienvenue dans notre émission Entre les lignes, dédiée au thème des ressources numériques de la BAPSO et de son réseau avec au programme des actus et un quiz. Notre émission commence par une question que nous avons l'habitude de poser à nos éditeurs sur le thème de l'émission. Bienvenue Audrey et Caroline. Est-ce que vous sauriez répondre à cette question ? À quand remonte la première tablette tactile ? Vous avez le choix entre 3 réponses, en 1989, en 2001 ou en 1995. Moi, je dirais 2001. Oui, moi aussi, je trouve ça bien, 2001. D'accord, donc la réponse en fin d'émission, cela laisse le temps à nos auditeurs de réfléchir de leur côté. Cette émission sur les ressources numériques a pour but de faire découvrir à nos auditeurs d'une manière attractive les ressources numériques de la bibliothèque ainsi que les ateliers proposés. Pour nous guider dans notre aventure, nous sommes donc en compagnie de Caroline Simon et d'Audrey Brier. Bonjour. Bonjour. C'est pour vous une deuxième émission suite à l'an dernier. Merci encore d'être en notre compagnie. Avec vous aujourd'hui, nous allons essayer de mieux connaître l'univers des ressources numériques. À savoir que le nombre de lecteurs numériques est stable depuis plusieurs années. C'est 20% de la population française de plus de 15 ans, soit 10 millions de personnes. Nous allons commencer par une petite interview avec Audrey, qui est médiatrice en ressources numériques, et Caroline, responsable du service numérique réseau de la bibliothèque. Quels sont vos différents types de ressources numériques et y a-t-il eu des nouveautés par rapport à l'an dernier ? Alors, il y a les ressources numériques que nous avons en partenariat avec la bibliothèque départementale du Pas-de-Calais. Et on a les ressources numériques que nous achetons pour nos usagers. Dans ces catégories de ressources, on peut retrouver des ressources numériques pour la lecture numérique. On retrouve de la musique en streaming, de la VOD, de la vidéo en ligne, des formations, de la presse numérique et des choses uniquement pour les enfants, comme par exemple des lectures d'albums en streaming ou alors des chaînes musicales pour les enfants. On fait également des recherches sur les applications, les sites internet intéressants pour nos usagers. On a fait une petite catégorie sur le site de la bibliothèque qui s'appelle Mon Quotidien, dans lequel on peut retrouver justement ces sélections de la part des bibliothécaires de la BAPSO. Justement, y a-t-il eu, par rapport à l'année dernière, du changement dans ces ressources numériques ? Alors oui, il y a eu des évolutions au niveau de ces ressources numériques. On a eu Skileos au niveau de la formation en ligne, qui vous permet, autant dans le loisir que dans tout ce qui est professionnel, d'avoir de la formation tuto vidéo. Et quelle est aujourd'hui l'importance des ressources numériques dans les habitudes des abonnés de la BAPSO ? Donc en fait, au niveau des abonnés, voilà, ça commence, la mayonnaise commence à prendre. Il faut surtout un accompagnement en fait, de nos lecteurs, parce que c'est vrai que la bibliothèque, c'est pas la première idée que l'on a, c'est qu'il y a des ressources numériques dans une bibliothèque. C'est vrai. On a bâti la politique documentaire de la bibliothèque et l'arrivée des ressources numériques vraiment dans la complémentarité. Et du coup, c'est ça qui commence à être perçu par nos usagers, en particulier dans le service de prêt de liseuse qu'on a mis en place l'année dernière, et qui là, pour le coup, permet aux lecteurs de livres papier de tranquillement, avec le temps, tester le service et d'apprécier la lecture numérique sur le support sur lequel il doit être, qui est le plus adapté. Là, depuis 1 an et demi, on a environ 200 prêts de liseuses, plus tous les lecteurs qui avaient déjà leur propre liseuse et qui, après les premières manipulations techniques, vraiment y reviennent. Et on constate aussi qu'énormément de personnes qui testent notre service de prêt de liseuse en achètent par la suite. Évidemment, tout en restant dans la complémentarité des choix. Ça ne les empêche pas d'emprunter des livres, mais à certaines périodes, quand ils partent en vacances ou à d'autres moments de leur vie, ils peuvent utiliser le livre numérique en complément. Du coup, on arrive quand même à préserver nos ressources papier, toujours. C'est vraiment complémentaire et il faut conserver une ressource papier, ça je n'arrête pas de le dire. L'économie du papier est vraiment importante. L'économie du numérique est une économie de flux et tout peut disparaître assez vite. Ouais, je pense que pour compléter ce que dit Caroline, c'est vraiment
un catalogue mouvant au niveau des ressources numériques. Autant un livre, on va savoir le retrouver dans la collection parce qu'on sait qu'on l'a acheté et il est à tel endroit. C'est des fois un peu étrange, mais sur certaines ressources numériques, quelque chose que vous avez vu le mois dernier, le mois prochain n'y est plus. C'est vrai que c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Donc on a un peu moins de tracés là-dessus. D'accord. Et justement, est-ce que vous êtes deux à vous occuper des ressources numériques ou vous avez d'autres personnes? Alors sur le papier, on est deux, mais bien évidemment, c'est l'ensemble de la bibliothèque et de l'équipe de la bibliothèque qui porte le projet, et j'irai même plus loin puisque là on commence à diffuser le projet sur le réseau. C'est l'ensemble du réseau des bibliothèques qui va être à même de conseiller, de signaler nos ressources numériques en complémentarité de tout ce qu'on a en physique. Vous avez beaucoup de bénévoles au sein de la bibliothèque? Alors, bibliothèque d'agglomération, non, on est essentiellement des salariés, mais sur le réseau des bibliothèques, qui correspond à 26 bibliothèques, là pour le coup, elles sont souvent portées par des équipes de bénévoles. Et est-ce que vous organisez des ateliers numériques au sein de la bibliothèque pour accompagner les usagers? Alors oui, on a appelé ça les ateliers coup de pouce. Donc on se met à la disposition du public un samedi par mois et les adhérents peuvent venir nous voir pour avoir des informations sur les ressources numériques. Ils rencontrent des difficultés avec leur liseuse, ils sont avec leurs ordi portables, mince, j'ai pas réussi à regarder mon film, comment ça se fait? Enfin voilà, on est vraiment à la mise à disposition des usagers et on les prend au niveau où ils sont. Voilà, c'est pas forcément pour les débutants, c'est pas pour les gens perfectionnés, c'est vraiment pour tout le monde. Ça offre un apprentissage du coup. Voilà, c'est ça, et c'est vraiment de l'individuel. On est vraiment là dans un accompagnement. Et il faut vraiment donner les bonnes méthodes aux adhérents. Parce que c'est pas forcément inné pour les personnes plus âgées. C'est plus compliqué que pour les jeunes qui ont l'habitude. Tout à fait. La liseuse permet d'agrandir les caractères, avoir une meilleure lisibilité. Et la liseuse permet justement d'avoir un plus large nombre de titres pour les usagers. Donc ça a vraiment été notre premier cœur finalement de public qui est venu vers nous. Et donc aussi avec toute leur appréhension du numérique. Oui. Y a-t-il des freins par rapport aux usagers qui sont exprimés par rapport aux ressources numériques? On a eu des freins premiers, exprimés. Moi j'ai eu les premiers de ah non, surtout pas de lecture numérique et pas de liseuse. Moi je suis papier, vous comprenez. Donc voilà, on a eu ce genre de discours, mais qui s'est vite atténué en fait. Quand on leur montre, ils font oh, bon d'accord, je veux bien tenter l'expérience. Et au final, ils reviennent avec le sourire en disant bon d'accord, c'était sympa quoi. Ouais. Voilà. En fait, c'est vraiment porté par ce qu'on a voulu mettre en avant, le côté pratique que peut avoir le numérique par rapport à certaines ressources papier. On peut accéder à l'offre même si on est malade au fond de son lit. Et puis le côté humain aussi, c'est que le fait de passer par le numérique n'empêche pas que justement il y a une explication qui sera donnée par nous. Et voilà, et on a vraiment passé du temps à discuter avec eux parce qu'ils avaient ce besoin, parce qu'ils avaient une découverte pratique. Du coup, vous trouvez qu'aujourd'hui, le livre numérique prend plus de place dans la bibliothèque? L'offre qu'on diffuse est principalement une offre liée à notre partenariat avec la médiathèque du département. Et eux ont vraiment construit et ont, pour souvent des raisons financières, construit leur offre en complémentarité de ce qu'ils ne pouvaient plus offrir en papier. Il prend tranquillement sa place. De plus en plus, on voit que le service est utilisé. On a mis en place physiquement dans la bibliothèque des indicateurs visuels pour leur dire l'offre numérique existe. Après, livre papier reste majoritaire dans l'usage des bibliothèques. Est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre avec les ressources numériques ? Alors, bien sûr, on a une belle offre au niveau de la formation en ligne, que ce soit du CP ou à la formation professionnelle. Par contre, ça nécessite vraiment un engagement de la personne. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas parce qu'on va cliquer sur une formation que forcément on va apprendre. Il faut un vrai investissement derrière au niveau du temps, parce que, voilà, il faut vouloir le faire, prendre le temps, se poser et continuer à apprendre. Mais sinon, bien sûr, c'est une vraie ressource au niveau de l'apprentissage. Donc que pensez-vous de proposer des tablettes aux enfants dès la maternelle ? Alors moi, pour être maman, je sais que les tablettes sont proposées à mes enfants et ils sont en petite section. J'en ai une en petite section, donc oui, elle est proposée au niveau de la petite section. Par contre, voilà, il y a il y a des choses à prendre en compte.
le temps, surtout, c'est la première chose à faire, et l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne donne pas une tablette à un enfant et on le laisse seul avec la tablette et on le laisse se débrouiller. Oui. Non, il y a un vrai accompagnement, il faut qu'il y ait un adulte avec, et il faut choisir aussi les outils que l'on va proposer aux enfants. Après, la tablette peut être aussi un autre support. Nous, on propose par exemple dans notre catégorie enfants, au niveau des ressources numériques, de la lecture d'albums enfants en streaming. Donc c'est-à-dire que c'est à destination de l'enfant parce qu'on va lui faire la lecture d'un album sur la tablette. Mais voilà, ça va durer 5-10 minutes et pas plus. Et puis là encore, ça peut être un moment de partage et avec l'enfant. On l'a vu là dans le cadre des heures du conte numérique, où le fait de pouvoir, la tablette étant éclairée, on a pu mettre la salle un peu plus dans la pénombre qu'on ne faisait avant. Et du coup, il y avait un petit moment câlin, un petit moment d'intimité qui se passait entre... La tablette, c'est comme un livre, elle est ce qu'on en fait. Donc merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons passer à la chronique d'Élise. Donc bonjour Élise. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc nous t'écoutons pour ta chronique. Alors du coup, bonjour Caroline et Audrey. Bonjour Élise. Bonjour aussi à nos chers auditeurs. Aujourd'hui, je me charge d'approfondir et de compléter un petit peu sur le thème des ressources numériques en bibliothèque. Commençons par quelques chiffres clés. On est à 67% de bibliothèques municipales qui ont un site dédié et 69% des bibliothèques qui proposent un catalogue en ligne, sur leur site ou sur celui de la collectivité. Cette diversification de l'offre en ligne a entraîné une multiplication par 2 du nombre de connexions à distance sur le site des bibliothèques entre 2010 et 2014. Il faut savoir qu'en 2015, l'État a aidé 401 projets d'informatisation et de numérisation pour un montant total de 7,4 millions d'euros de subventions. En fait, le ministère de la Culture a fait de l'accompagnement des expérimentations numériques et des nouveaux usages une des priorités de sa politique. Et donc, tout ceci s'est fait dans le cadre des 14 propositions pour le développement de la lecture. L'objectif était de faire que les bibliothèques publiques offrent des services et des collections numériques adaptés aux besoins et aux attentes de leur public et de toucher forcément davantage de monde. Néanmoins, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Audrey, l'abus d'écran, c'est pas forcément bon, que ce soit pour l'adulte, mais surtout chez l'enfant. Une récente étude des Instituts nationaux américains de la santé a prouvé que l'abus de ces écrans était vraiment mauvais pour la santé du cerveau. On parle de conséquences assez graves comme un amincissement du cortex chez les enfants soumis aux écrans trop souvent et trop longtemps. Forcément, on dit oui au numérique, mais sans en abuser. L'authenticité d'un bon livre ou l'odeur du journal, ce sont des choses qui ne doivent pas se perdre, je pense. Ressources numériques et ressources papier se complètent, on l'a assez répété durant l'émission. C'est cette complémentarité qui fait des bibliothèques des lieux plus qu'enrichissants où il faut se rendre le plus souvent possible. Merci beaucoup, Merci, Élise. Pour continuer sur cette fin d'émission, nous allons passer à la boîte à quiz, que vous avez l'habitude. À ce moment, vous savez, vous pouvez utiliser votre joker. Donc, Oui. c'est bon à savoir. Un seul joker. Vous êtes plutôt jeu de société ou jeu vidéo ? Jeux vidéo. Jeux de société. Cité des sciences ou musée du livre ? Cité des sciences. Ni l'un ni l'autre. Le Joker. joker alors. Et vous préférez partir en vacances avec un GPS ou une carte IGN ? Alors là, je réponds pour mon mari. Je crois qu'il préférait que je prenne ma pille ou quelque chose comme ça plutôt qu'une carte, sinon il ne me retrouve pas. Il y a une panne de Wi-Fi à la Babso. Vous vous dites que c'est une bonne occasion de conseiller les ressources papier ou votre sang ne fait qu'un tour et vous criez au scandale ? Je meurs. Nous crions au scandale. Dans votre liseuse, vous êtes du genre gloutonne, j'installe tout, j'aurai bien le temps de lire plus tard, ou plutôt végétarienne, j'installe ce que je lis, pas plus. Alors moi, je suis plutôt gloutonne, j'installe plein de trucs et je verrai bien si j'ai un peu le temps. Alors moi, ça dépend des périodes, mais j'aurais plutôt tendance à être végétarienne. C'est-à-dire ne vraiment charger que ce que je lis, et généralement, j'ai même pas le temps de lire. Nous arrivons à la fin de notre boîte à quiz. Donc là, nous allons revenir à la première question qui était posée. Donc je vais rappeler, c'était à quand remonte la première tablette tactile ? Donc vous nous aviez répondu en 2001. Tout à fait. C'est une mauvaise réponse. Donc c'était en 1989. Quand même. Donc la première tablette tactile grand public remonte à septembre 1989, pesant 4 kilos. C'est le premier terminal sans clavier et premier ordinateur portable à écran tactile avec un stylet. C'est déjà pour nous la fin de notre émission. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la bibliothèque grâce à votre carte membre. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à la créer, elle vous sera toujours utile.
Je remercie ma co-animatrice Noémie Merci. et nos invités pour nous avoir consacré du temps et s'être prêtés au jeu. Merci Emma. Merci. Je tiens à remercier aussi Élise pour sa chronique. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission en janvier. Sur le thème. De la nuit de la lecture. Je remercie les auditeurs pour votre présence et on vous donne rendez-vous à la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Et n'oubliez pas de réagir à cette émission sur la page Facebook de la BAPSO. À bientôt. À bientôt!